Bonjour à tout le monde. Florence Bernard, je fais partie du mouvement ATD Quart Monde et de l'équipe du Croisement des Savoirs. Dans la démarche du Croisement des Savoirs, ce qu'on cherche, c'est à faire dialoguer différents savoirs, les savoirs académiques et les savoirs qui peuvent venir du monde des professionnels, les savoirs d'action, mais avec les savoirs d'expérience, les savoirs qui peuvent venir de l'expérience de vie des personnes et en particulier de l'expérience de vie des personnes en situation de précarité ou de pauvreté. Parce que si ATD Quart Monde, avec des professionnels, a mis au point en fait cette démarche du croisement des savoirs, c'est vraiment dans un objectif de lutte contre la pauvreté et dans l'objectif que tout le monde puisse trouver sa place dans la société et être partenaire avec les autres pour faire évoluer sa propre situation, mais aussi plus largement pour faire évoluer la société. Donc le croisement des savoirs peut être appliqué à la recherche, vous en avez parlé avec Léo dans un webinaire précédent, à l'action ou à la formation. Et ce dont on va parler ce soir avec Sarah, Vanessa et Aurélie, c'est une action de co-formation par le croisement des savoirs qui a été mis en place donc avec des professionnels de la protection de l'enfance. Moi, je m'appelle Sarah Lacroix, je fais partie de la TD Quart Monde et le croisement des savoirs et je fais les réunions. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Aurélie Manoni, j'ai participé à cette formation Croisement des Savoirs en 2018. Je suis chef de service au sein de l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence, qui est le foyer de l'enfance de la ville de Perpignan. Moi, je suis Vanessa Paya. À l'heure actuelle, je suis chef de service dans le même établissement de protection de l'enfance que ma collègue, sur un centre maternel et sur un accueil de jour. Mais au moment de la co-formation, j'étais éducatrice spécialisée dans ce service-là. Et c'est à ce titre que j'ai participé à la co-formation. Et j'étais à ce moment-là impliquée dans un groupe de travail interinstitutions où on essayait effectivement d'explorer des approches un petit peu différentes sur l'accompagnement à la parentalité. Donc, initialement, au niveau de l'IDEA, l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence, la demande de co-formation en croisement des savoirs, c'est venu parce qu'on était à un moment donné où on réfléchissait beaucoup sur le changement de paradigme en protection de l'enfance et où on était sur l'idée de développer le travail de soutien à la parentalité à un moment donné où on voyait fleurir dans le département, mais quand même initialement au sein de l'établissement, un service d'accompagnement familial à domicile. Donc, ça veut dire qu'il fallait amener les professionnels à se décaler de leur pratique initiale d'accueil des enfants en unité de vie pour aller au domicile des parents et travailler à partir du domicile des parents leur fonction parentale et la protection de leur enfant. Alors, pour vous donner juste une petite idée quand même, pour vous dire que c'est des services qui se sont énormément développés. Au niveau de l'établissement IDEA, en 2015, on était sur 40 mesures d'enfants en accompagnement familial à domicile. Aujourd'hui, on est à 140. Donc, ça a été un développement exponentiel de l'activité de ce service. Donc, il y avait aussi, au niveau de l'établissement, la conviction, toujours dans cette même lignée, qu'il fallait faire plus de place aux parents, comment travailler avec les parents. Et puis, on voyait petit à petit aussi poindre tout le travail lié au CVS, au Conseil de vie sociale, qui était en train de se monter dans l'établissement. Et donc, pareil, comment on allait fonctionner au travers de ce CVS, comment redonner la place et la parole à l'enfant, à ses parents. Et c'était vraiment les prémices, c'était la volonté d'ouvrir les portes de l'institution protection de l'enfance aux parents. Après, au-delà de ça, dans l'organigramme, il y avait une mission plus participation, citoyenneté. Donc, ça veut dire que c'était posé au niveau de la direction générale que vraiment la participation des parents dans l'exercice de la mesure éducative et en tant que citoyen devait davantage exister et être affichée au niveau de l'établissement. Voilà, donc petit à petit, c'est né comme ça, cette idée qu'il fallait être davantage dans une démarche participative avec les familles. Et puis, la directrice de l'IDEA, Madame De Guardia, à l'époque, avait entendu parler de cette co-formation avec le croisement des savoirs et des pratiques. Et elle a pensé que c'était un bon outil pour faire évoluer les pratiques des professionnels et faire évoluer les postures.
Nous, avec Vanessa, on a eu la chance d'être un peu précurseurs dans l'établissement parce qu'on a été les premières à participer à cette co-formation. Mais après, la directrice de l'établissement s'est elle-même formée, voilà, pour l'initiative de la démarche. Dans le croisement des savoirs, il y a toujours un travail en groupe de pairs. Groupe de semblables, on peut dire, de groupe de personnes qui ont une expérience semblable. Donc là, en l'occurrence, dans cette co-formation, on avait 2 groupes de professionnels et un groupe de personnes ayant l'expérience de la précarité ou de la pauvreté, qui là, en l'occurrence, étaient issus toutes d'ATD Carmonde, mais des fois, on peut travailler aussi avec des partenaires. Et donc, à chaque temps de travail, on va être dans un premier temps séparés. Dans un groupe, on a les mêmes consignes, mais on est séparés avant de se retrouver en plénière et de croiser en fait les résultats de nos réflexions dans chacun des groupes. Je ne sais pas, Vanessa ou Aurélie. Ce qui a été un peu surprenant, parce que la méthodologie est vraiment, vous allez comprendre au fur et à mesure du déroulé de la présentation, que la méthodologie est très précise. Mais effectivement, quand on arrive sur une formation et qu'on est dans l'idée d'être sur une co-formation, on est vraiment sur la question de rencontrer l'autre. Et effectivement, le fait d'être dans quelque chose de très séparé, puisqu'on a pu se rencontrer sur les temps informels qu'au bout du 2e jour, ça avait vraiment questionné, on s'était vraiment demandé, voilà, ça surprenait, c'était même quelque chose qui pouvait un petit peu heurter. Et vraiment, il a fallu le recul de l'après-formation pour comprendre que c'était vraiment une condition nécessaire pour qu'on puisse être vraiment sur de la construction, d'abord entre pairs de connaissances et de savoir, et qu'on les partage en tant que collectif de pairs, et de venir un petit peu du coup, on va dire, influencer nos visions ou influencer nos réflexions. Le fait qu'on soit vraiment séparés et qu'on construise ces temps-là selon la méthodologie qu'on se rencontre sur des temps d'animation vraiment bien encadrés, ça permet vraiment cette élaboration qui constitue un savoir et qui n'ont pas de l'interpersonnel, parce qu'on peut, c'est un savoir objectif et non pas des échanges interpersonnels qui viendraient alimenter ou modifier la perception de l'autre. Mais vraiment, il a fallu le recul, voilà, pour comprendre cette méthode. C'est vrai que c'est dommage, on ne peut pas se parler au départ, mais après, comme on dit, si on se parle dès le départ, après tout est mis en cause. Si par exemple c'est vous qui avez lu notre texte, ben, pour ne pas nous heurter, vous n'allez peut-être pas dire la vérité. Du coup, le fait d'être séparés, ben, c'est vachement important pour nous. Et puis au moment où il y a ces échanges, mais nous, on a notre petite carapace aussi. Et notre carapace, elle est vachement, pour nous, elle est vachement importante. Malgré que je suis très sociable, mais ce moment-là, pour moi, il est quand même, surtout à cette époque-là, il était très, très difficile. C'est vrai que le groupe de pairs, il permet une protection en fait des participants. Il y a de la liberté dans le groupe pour se parler et pour élaborer le contenu qu'on va ensuite apporter à l'autre groupe. On va venir sur la diapo suivante. Voilà, où on voit donc une animatrice avec son groupe de pairs, dans lequel il y a Aurélie d'ailleurs. Et ce qui est une spécificité du travail dans le cadre du croisement des savoirs aussi, c'est d'avoir une animation qui est très cadrée en fait, des consignes très précises, un déroulé très précis. Et très, très rythmé et avec systématiquement, en fait, quand le groupe commence à travailler sur une consigne, un temps de réflexion personnelle, à une question qui est posée, chacun va prendre le temps de réfléchir, ben moi par rapport à cette question, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Un temps de silence, donc un temps de réflexion personnelle, et après un tour de table systématique pour que chacun puisse dire ben, sur cette question-là, voilà moi ce que je pense. Et simplement une écoute des autres sans réagir d'abord, simplement vérifier qu'on se comprend, qu'on comprend ce qu'a dit la personne. Et après seulement, une fois que tout le monde s'est exprimé, c'est là qu'il va pouvoir y avoir des réactions et des accords ou des désaccords et voir ce qu'on a en commun. Et c'est ce qu'on a en commun qu'on va apporter donc après en plénière aux autres groupes. Peut-être pour rajouter ce que tu disais, Florence, et puis c'était la remarque qu'on s'était fait très rapidement avec Vanessa, je me souviens quand
on faisait en même temps même qu'on faisait cette formation, c'était l'impression d'avoir vraiment une grosse méthodologie derrière qui était bien cadrée, bien huilée, avec des consignes très claires, avec des allers-retours sans arrêt entre réflexion personnelle, mise en commun, reformulation, garantir que chacun comprenne bien ce que voulait dire l'autre. Alors, c'est marrant parce que moi, je vois par exemple que j'ai un papier qui est plié et ça vient de me remettre en mémoire que même au début, les premières choses qu'on peut noter sur le papier, en fait, il ne faut pas que l'autre voit au risque d'influencer sa réflexion. Et en fait, l'idée, je me souviens que ça avait été posé très fortement, c'était l'idée de sortir d'un simple témoignage pour essayer de construire une parole collective. Et c'est là où on comprend ce que ça veut dire le croisement des savoirs, quoi. Comment on construit un savoir collectif, quoi. C'était vraiment le ressenti en cours de formation et dans le bilan final d'être dans un processus scientifique. Voilà, donc c'est cette étape réflexion individuelle, tour de table, compréhension, construction de l'apport du groupe. Et donc, chaque groupe a son animateur propre qui est là vraiment pour soutenir la participation de chacun à l'intérieur du groupe et après pour soutenir son groupe quand on se retrouve ensuite en plénière. Voilà, pour vraiment que chaque personne et chaque groupe soient entendus autant que possible à égalité. C'est là où on s'aperçoit que même si on est en groupe de pairs, alors 80 ou 90% étaient dans le champ de la protection de l'enfance, de mémoire, donc on avait quand même une culture professionnelle commune. Et bien, malgré cette culture professionnelle commune, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément évident ni facile de se mettre d'accord et d'avoir les mêmes représentations derrière les mêmes mots. Voilà, donc il y avait aussi toute une recherche de consensus finalement pour essayer de se retrouver autour d'un même mot et d'une même représentation, quoi. Donc là, on est dans le retour en plénière. Chaque groupe a travaillé de son côté et là, on va se retrouver tous ensemble et chaque groupe va présenter les résultats de son travail. Sur session de plénière, de retour en tortue, de rebondir sur ce que disait Sarah, parce qu'en fait, même quand on est dans le groupe de professionnels, là, le premier passage en plénière, c'est le premier moment où on expose au regard de l'autre quelque chose qu'on a construit collectivement. Et effectivement, on est autant surpris et, on va dire, inquiet du regard de l'autre, que ce soit le groupe des militants ou le regard des autres professionnels. Et effectivement, cette question de retour en tortue, avec la question de la carapace, ça protège tout le monde, ça permet de revenir après sur son groupe de travail où on débriefe sur ce que notre travail commun a pu produire chez l'autre et on se réassure les uns et les autres. Là, on va présenter juste 2 exemples de travaux faits dans chaque groupe. Donc, on est sur les représentations. Dans le premier temps de croisement, on travaille sur les représentations. Et on prend conscience qu'on ne met pas toujours les mêmes choses sous les mêmes mots. La consigne de l'exercice, c'est quand on vous donne tel mot, à quoi ça vous fait penser? Quelle image vous vient? Quel ressenti? Qu'est-ce qui vous vient comme idée? Et donc là, on était sur le mot pauvreté. Là, les représentations sur le mot pauvreté du groupe de professionnels. Donc voilà, on voit les mots minimum, manque. Ils ont entouré comme mot central, ils ont choisi comme mot qui fait l'accord de tous, le mot galère. Et on va passer la fiche faite par les militants. Voilà, donc avec les mots silence, manque de tout, insalubrité, identité. Et le mot qui a été choisi comme mot central par le groupe de militants, c'était le mot lutter. Le mot qui faisait vraiment l'accord de tous et qu'ils avaient envie de faire comprendre en priorité aux professionnels. La pauvreté, c'est d'abord lutter tous les jours. Nous, ce que ça nous avait produit chez nous, c'était effectivement la différence entre vraiment les 2 représentations. Et on avait été vraiment très, très surpris. On ne s'attendait pas, notamment sur la question d'identité. Moi, je me souviens que c'était ce qui m'avait le plus marqué et qui permet de comprendre aussi pourquoi, à certains moments, c'est aussi à vif, aussi très personnel pour les personnes, si effectivement, à un moment donné, la question de la pauvreté devient une question d'identité. Donc, quand on va venir apporter une aide, un conseil ou quoi que ce soit, nous, on pense régler un problème. On le voit sur la diapo des
des professionnels et on s'adresse à des personnes qui le conçoivent en partie comme une identité. Donc, on est vraiment sur deux strates complètement différentes. Et je crois qu'Aurélie, c'était la question d'Alut qu'il avait. Oui, une fois qu'il y a eu cette expression en groupe, en grand groupe, là, sur le travail autour des représentations, après, on se remet par groupe de pairs et on échange sur nos ressentis à l'égard de ce qui vient d'être dit. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est qu'on sentait que c'était vraiment, voilà, comme l'a dit Vanessa, il y avait quelque chose de l'ordre de à vif et que ils avaient entouré ce mot lutter. Et ouais, on a compris que en fait, c'était comme une lutte permanente pour exister. Voilà, avec toute la question du côté, comme s'ils étaient un peu invisibles. Voilà, et d'ailleurs, il y a le mot silence qui apparaît. Et, enfin, ça nous avait pas mal bousculé, là. Je me souviens cette histoire de lutte incessante. Voilà, là, on vous a parlé, on utilise le mot tortue. Là, c'est une illustration plus claire. En fait, chaque fois qu'on a été en plénière et qu'on a apporté les résultats des différents groupes, une fois qu'on a vérifié qu'on se comprenait, parce que la première étape, c'est de vérifier qu'on se comprend, parce que justement, quand on essaye de vérifier ça, c'est souvent là qu'on se rend compte qu'on ne se comprend pas. Les personnes en situation de pauvreté ont du mal à comprendre les résultats apportés par les professionnels, et des fois, c'est l'inverse aussi. Sur une affiche qui est présentée, on a du mal à se comprendre. Donc, on vérifie d'abord qu'on se comprend et après, on réagit. Donc, quand on dit en tortue, c'est que le petit groupe de pairs se referme sur lui-même pour se dire ce qu'on dit les autres, comment ça nous fait réagir. Est-ce qu'il y a des choses qui nous choquent, qui nous étonnent? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent avec ce qu'on a dit ou qui sont différentes? Est-ce qu'il y a des choses qui nous mettent en colère? On se le redit en tortue et après, la tortue s'ouvre, donc la tête de la tortue sort pour restituer aux autres groupes la réaction du groupe. On essaye d'être au maximum dans un échange de groupe à groupe. En groupe de pairs, le travail se continue autour de l'analyse de récits d'expérience, des récits qui se sont mal passés, où il y avait un problème dans l'interaction entre le professionnel et la personne en situation de pauvreté. Et on analyse d'abord un récit en disant, mais finalement, pour nous, c'est quoi le problème? En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans ce récit-là? Qu'est-ce qui pose le plus de problème? On se met d'accord sur un problème principal et à partir de là, on essaye d'identifier une question plus générale sur laquelle on pourrait travailler, une problématique. Et on va voir dans les 2 diapos suivantes les problématiques qui ont été issues de ces groupes de pairs. Donc dans le groupe de militants, la problématique, donc, après avoir analysé un récit d'une rencontre entre une famille et un travailleur social, c'était comment les travailleurs sociaux pourraient faire pour motiver les parents, les rassurer et les soutenir à faire les démarches l'une après l'autre quand les parents sont à bout et se sentent sous pression. C'était une question qui venait des militants en situation de pauvreté après avoir analysé un récit. Et donc sur l'analyse du même récit, voilà la problématique écrite par les professionnels, comment être co-acteur dans un projet de changement en définissant un objectif commun et la façon de le mettre en place. Et vous avez réagi à la fois Sarah et puis vous les professionnels en vous souvenant de cette question de ce mot co-acteur. Alors, nous, on a vraiment le souvenir, et d'ailleurs, c'est la première chose dont on s'est rappelé, et a priori Sarah aussi, on se rappelle qu'on a passé un temps infini pour trouver le mot le plus délicat, le plus bienveillant, celui où on pourrait vraiment mettre la participation et notre désir de participation et on avait vraiment peaufiné notre petit mot de co-acteur. Et au moment où on le présente en plénière, on se rend compte que ce mot est blessant en fait et ne rencontre pas du tout. Voilà, peut-être que Sarah du coup peut dire comment il a pu être. En fait, le co-acteur, moi je trouve ça franchement c'est méchant. Et puis d'abord, on n'est pas acteur de nos soucis quoi. On les vit tous les jours quoi. Et le mot acteur, moi quand je dis on n'est pas au cinéma quoi. Et ça, c'est un mot qui m'est toujours resté. Et je le dirai toujours, on n'est pas au cinéma, on ne fait pas une pièce de théâtre quoi. On le vit à la galère tous les jours quoi. C'est ça. Et je pense que ce que je disais l'autre jour, c'est la goutte essentielle de la formation. Si on devait retenir qu'une chose, c'est peut-être celle-là. C'est vraiment l'importance de mesurer chaque mot
qu'on va pouvoir prononcer et de vérifier qu'on comprend la même chose. Parce que l'intentionnalité, finalement, il y a toujours un écart entre l'intentionnalité et la perception de l'autre. Voilà, on peut venir avec les meilleures intentions du monde et vraiment penser être extrêmement bienveillant. Et en fait, si on ne prend pas le temps d'aller voir ce que cela peut produire chez l'autre et d'avoir ce temps où il s'autorise à nous le dire, je pense qu'on n'aurait jamais compris que ça pouvait être blessant de parler à ça. Voilà. Et on avait un petit journal où on devait noter nos réflexions. Et le soir, moi, j'avais marqué ne jamais croire qu'on a tout compris, ni que l'on est entièrement compris. Voilà. C'est joli. Mais voilà. C'est vrai que, et moi, quand je dis toujours, même encore maintenant, pour des choses, je dis, il faut que les gens prennent le temps de se comprendre avant de faire. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc un deuxième temps d'analyse en groupe de pairs autour des logiques. Là, on est toujours dans l'analyse d'un récit. Donc, c'est des récits qui ont été écrits soit par des professionnels, soit par des personnes en situation de pauvreté. Donc, toujours récit d'une relation difficile entre un professionnel et une personne ou une famille. Et donc là, on cherche finalement dans ce récit, pour nous, quelles étaient les logiques des différents acteurs. Pourquoi, d'après nous, la mère de famille, par exemple, ou le père, a agi de telle manière? Pourquoi le professionnel a agi de telle manière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces comportements? Qu'est-ce qu'il recherche, etc. Et donc là, pareil, on va croiser les analyses de part et d'autre. Donc on le voit sur la diapo suivante. Alors, on ne va pas prendre le temps de l'éplucher, mais voilà, on essaye de lister quelles peuvent être les logiques des uns et des autres. Et peut-être, sur ça, Vanessa et Aurélie, vous aviez un commentaire aussi? Oui. Chaque personne qui interagit dans la situation a des raisons valables et qui sont les siennes et qui font partie de sa logique à agir d'une certaine manière et avoir telle ou telle intention. Et ça permet, cette méthode-là, de voir de manière factuelle et objective qu'est-ce qui va être la logique de la personne et pourquoi, au bout d'un moment, c'est logique qui ne s'affrontaient pas les personnes, en fait. Voilà, parce que la personne dans sa situation, ou que ce soit la personne qui est accompagnée, l'enfant, effectivement, là on voit le juge, on voit les travailleurs sociaux, les uns et les autres, ils sont poussés par une logique qui n'est pas leur personne, qui est effectivement soit leur mission, soit leur situation, soit leur analyse. Et en fait, voilà, on voit qu'il y a des logiques qui vont pouvoir se rencontrer et être un levier, mais aussi des logiques qui s'affrontent. Au bout d'un certain temps de travail, donc généralement de 2 jours où on est en groupe séparé, avant de se retrouver en plénière, on commence en fait à travailler en groupe mixte. Parce qu'en fait, on a réussi un petit peu, enfin en tout cas on a essayé, on pense avoir réussi à faire comprendre un certain nombre de choses, de points de vigilance, en particulier aux professionnels, sur la façon de s'exprimer, sur l'écoute de l'autre, sur la recherche de se comprendre, de faire place à l'autre. Et donc là, on commence à travailler en groupe mixte. Et en l'occurrence, là, on travaillait sur un théâtre forum. Dans le théâtre forum, on va rejouer aussi une situation qui s'est mal passée et chercher ensemble comment on aurait pu arriver à ce que la situation se passe mieux. Donc, comment on peut changer son comportement, son attitude, à la fois d'ailleurs du côté des professionnels, mais aussi du côté des personnes en situation de précarité. Donc, voilà, c'est un dernier temps de travail. Et on va passer à la diapo suivante qui nous montre en fait à quoi on aboutit dans un travail de co-formation. Parce qu'évidemment, on ne dialogue pas simplement pour dialoguer, on cherche ensemble aussi comment demain, dans notre pratique professionnelle ou comment dans la vie des personnes en situation de pauvreté, on va changer pour réussir à mieux se comprendre, à faire évoluer les choses dans le bon sens. On cherche tous évidemment à ce que les situations difficiles, elles aillent vers de l'amélioration. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut se dire concrètement? Qu'est-ce qu'on va garder en mémoire de ce travail ensemble sur lequel on est d'accord? Et on se dit, si on fait ça, demain, les choses seront différentes. Donc, par exemple, je lis dans ce mur là, de choses, de points de repère, prendre en compte que les personnes qui viennent demander de l'aide ont peur. Ça, c'était quelque chose d'important. Vous aviez, du côté des militants, vous aviez réussi à faire comprendre que quand vous arrivez à un service social, il y a cette peur. Et vous aviez découvert du côté des professionnels, par exemple, que cet élément, il est essentiel à prendre en compte. Mais il y a peut-être d'autres éléments aussi sur lesquels vous vouliez commenter. Alors après, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'agrandir un peu la diapo, parce qu'il y a des choses quand même très fortes qui
qui ressortent. Alors, il y avait cette histoire de peur hein, qu'on a bien entendue, dont on a bien pris conscience là et dont on n'avait pas conscience finalement du tout, animée par cette espèce de mission bienveillante et d'aide sociale, etc. On n'avait pas du tout conscience de ça. Et alors, donc avec Vanessa, on a eu la chance de faire cette formation. Et moi, je voudrais rajouter qu'en suivant, l'année qui a suivi, l'équipe d'accompagnement familial à domicile a pu participer aussi à cette co-formation, enfin la moitié de l'équipe. Et du coup, en sortant cette co-formation, on a mis en place, enfin il y a eu des répercussions très évidentes dans la pratique, c'est-à-dire que directement après, on a pris la décision de rajouter, alors pour l'entretien d'accueil qu'on fait, alors déjà on a changé certaines terminologies, c'est-à-dire en prenant en considération cette histoire de peur, on a changé certaines terminologies. Ça peut paraître dérisoire, mais par exemple, de dire un entretien d'admission, maintenant on appelle ça un entretien d'accueil. On soigne beaucoup plus l'accueil. On propose dans le courrier qui invite les parents à cet entretien d'accueil, on leur propose d'être accompagnés, et c'est notifié noir sur blanc dans le courrier, d'être accompagnés par la personne de leur choix. Ça, c'est quelque chose qui émane directement de cette co-formation. De la même façon, on a réaménagé les locaux. Maintenant, on a une table ronde et donc qui permet une plus grande proximité avec les familles. Et puis, plutôt que d'être dans des bureaux où on serait les uns face aux autres, enfin de manière très officielle, là, on a décidé de mettre une table ronde. On a aussi pris en compte cette peur pour, en fait, qu'il y ait le minimum de professionnels présents lors de cet entretien d'accueil. C'est-à-dire qu'avant, les parents, ils arrivaient et puis ils pouvaient être devant 5, 6 professionnels qui allaient interagir dans leur situation. Donc là, on a réduit les choses au minimum. Alors, il en reste quand même 3, ce qui est beaucoup. Mais voilà, avant, on était plus 6 ou 7. Donc voilà. L'idée, c'était, voilà. Et puis, ce qu'on a retiré aussi beaucoup de cette co-formation, de cette histoire de bien se faire comprendre, c'est qu'on est sur du parler franc maintenant. C'est-à-dire qu'on a compris que les travailleurs sociaux, ils avaient tendance beaucoup à se cacher derrière un jargon de travailleurs sociaux et que des fois, ils faisaient un peu comme des squales, un peu comme des requins qui feraient des ronds dans l'eau avant d'aller attaquer. Là, on est sur un rapport beaucoup plus franc où on dit les choses sans détour. Voilà. Et on se rend compte que du coup, il y a une meilleure réception. Voilà. On affiche un principe de transparence aussi, où on pose les limites. Ça, c'est important aussi, en disant, par exemple, pour être très clair, par exemple, on peut dire que oui, on est parce que même si on est dans une volonté de co-construction avec les familles et de favoriser la participation, on sait qu'il y a une notion de contrôle en protection de l'enfant. Bon, ben ça, on le dit. Voilà. On se dit, bah oui, c'est vrai. Mais on le dit sous une vision, enfin, en expliquant que, en fait, on est tous soumis à la même loi et que même si les parents peuvent avoir l'impression qu'ils ont des comptes à rendre, nous aussi, parce qu'on intervient sous mandat judiciaire et sous mandat de l'aide sociale à l'enfance, on a aussi des comptes à rendre aux institutions. Voilà. Et puis enfin, juste pour terminer, parce que, alors, je ne sais pas si c'est noté là, c'est sur l'objectif commun. Enfin, moi, je termine, après je passe la parole à Vanessa. C'est de dire, à un moment donné, c'était ressorti la nécessité de pouvoir avoir un objectif commun avec les familles. Et là, c'est de dire, ben oui, on a un objectif. Nous, l'objectif qu'on pense avoir en commun avec vous, eh ben, c'est qu'on parte. Voilà. C'est qu'on n'intervienne plus dans votre situation. Et en général, on a le même. Je laisse la parole à Vanessa. Oui, juste moi pour dire qu'effectivement, soit on peut l'appliquer directement quand on est dans un service comme le service du SAFAD, mais en fait, la démarche de formation en croisement des savoirs, ça modifie en fait sa posture professionnelle et son savoir-être de manière globale, et ça peut être vraiment quelque chose qui amène des modifications, même si on ne va pas l'appliquer exactement comme Aurélie vient de le dire. Moi, je sais qu'en suivant, du coup, j'ai eu un changement d'orientation professionnelle, mais j'ai, on va dire, importé cette question du parler
du parler franc et de vérifier effectivement que ce qu'on dit est compris de la même manière par les uns et les autres. Et ça fonctionne voilà, partout en fait. Hein, quand en tant que cadre, on met en place ça, il y a aussi cette notion d'exemplarité, c'est-à-dire que les équipes commencent aussi à arrêter de parler avec du langage très technique qui en fait ne les protège qu'eux-mêmes on va dire, de la réaction immédiate, mais qui est quelque chose qui est totalement déséquilibré et qui n'amène vraiment pas une gestion ensemble des choses qu'on doit traiter ensemble. Et effectivement, nous, au centre maternel, on utilise aussi cette formulation. On a tous le même objectif, c'est qu'on sorte de votre vie le plus rapidement possible et le mieux possible. Et ça fonctionne bien. Et après, on a pu mettre en place, par exemple, des actions très concrètes où, par exemple, la formation des premiers secours pour les bébés. Maintenant, on fait la formation en même temps pour les mamans et les professionnels. Comme ça, elles vont apprendre quelque chose ensemble. Et il n'y aura pas cette démarche où des professionnels ont un savoir et vont le transmettre elles. Elles vont apprendre en même temps, ce qui va mettre tout le monde sur la même en position d'apprenant. Et après, quand on va pouvoir reprendre certaines choses, on pourra se dire, ça, on l'a appris ensemble, qu'il faut faire comme ça ou comme ça. C'est pas je te dis que tu dois faire comme ça. On se souvient qu'on a appris tous ensemble ces gestes-là. Et ça met vraiment dans la posture professionnelle, dans l'accompagnement au quotidien, une autre tonalité. Et après, au niveau de l'établissement entier, effectivement, on a eu le souhait que tout le monde soit formé. Bon, après, effectivement, pour des raisons budgétaires et autres, ce n'est pas possible. Mais on s'est rendu compte que finalement, ça infusait. Et au fur et à mesure, plus les personnes distillent, on va dire, cette manière de penser. Et ça finit quand même par petit à petit se répandre dans tout l'établissement, au point que là, on est sur la construction du futur projet d'établissement et qu'il y a un des axes de ce projet d'établissement qui stipule que le savoir expérientiel va être une ressource mobilisable. Donc, on va vraiment travailler sur cette question de qu'est-ce que les enfants et les familles de leur savoir d'expérience, de ce qu'ils ont vécu, vont pouvoir nous apporter à nous pour qu'on travaille mieux. Donc, c'est quand même effectivement des choses qui avancent avec l'idée effectivement de pouvoir faire intervenir les familles élargies, d'accorder plus de place aux familles dans nos instances de choix aussi. Voilà. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, parce qu'on arrive effectivement au retour sur l'établissement qui se transforme un peu suite à tout ce processus de formation et d'infusion après formation. Peut-être, je ne sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose, Sarah, sur toi, qu'est-ce que ça a pu changer ou pas la coformation pour toi, ou quel souvenir tu gardes moi, je vois, par rapport à ce que je vois là, par rapport à ce qu'on a vécu à Perpignan, moi, je vous trouve changé déjà. Donc, je me dis que, à mon avis, j'espère que ce qu'on vous a dit, puis par rapport à ce que vous venez de dire déjà, je vois qu'il y a des progrès. Donc, continuez comme ça. Est-ce que toi, tu as changé? Moi, je ne sais pas. Mais parce que j'ai toujours peur de vous. Hein. Je dirais que j'ai toujours pas été voir une assistante sociale. Hein. Bon, il y a des On en discutait avec Sarah et moi je me disais c'est pas magique non plus. Hein. C'est-à-dire la peur profonde des travailleurs sociaux et la peur surtout par rapport au placement des enfants, parce que clairement c'est ça. Elle ne s'en va pas non plus parce qu'il y a eu une coformation et qu'on a pu se parler dans ce cadre-là. Mais j'en discutais avec une personne qui t'a accompagnée. Et du coup, tu me disais, dis-le toi, parce que parce qu'en fait, on ne se voit pas toujours changer soi-même. Et en fait, justement, parce que tu as su là, et on a compris que ce droit d'être accompagné, il faut le mettre en œuvre parce que c'est vraiment important pour soutenir un parent qui se retrouve face à des professionnels et avec toute cette peur et cette difficulté des fois à se comprendre, etc. Et donc, pour en avoir discuté avec toi et avec une personne qui t'avait accompagné dans un entretien,
Elle disait, mais en fait, ce qui était frappant, c'est que Sarah, elle a vraiment su s'expliquer, en fait, calmement donner ses arguments et du coup se faire comprendre par le professionnel et entrer dans un dialogue, alors peut-être pas à égalité, mais en tout cas, où on arrive à dire les choses et à se défendre et à défendre sa position, en fait. Donc, et ça, elle disait, mais ça aurait été difficile avant, quoi. Elle avait le sentiment, vraiment, pour te connaître depuis longtemps aussi, c'est qu'il y avait cette évolution de d'oser dire ce qu'on pense et d'oser d'oser prendre sa place et se faire entendre. Peut-être que toi, tu ne le vois pas sur toi-même, mais en tout cas, elle te le dit. Merci de cette présentation-là. Je vous dirais, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose que je crois beaucoup. Et quand je vous écoutais un petit peu ce qui a déclenché cette expérience-là, je voyais que quand je regarde au Québec, je pense qu'on a les mêmes orientations. Dans le sens que ce que j'entendais, c'est changement de paradigme, dans le sens de travailler davantage dans le milieu des gens. Ça, moi, c'est ce que j'entends chez nous depuis des années. D'essayer justement qu'il y ait moins d'institutionnalisation. Ce mot-là est dur, j'aurais dû le pratiquer avant de le dire. Mais donc, de travailler dans le milieu. Ensuite, la participation citoyenne, la même chose. On a, nous, une direction, on a un bureau de partenariat avec l'usager. C'est vraiment la mission qui est aussi donnée. Donc, on a vraiment les mêmes orientations. Alors, pourquoi? Justement, parce qu'à mon avis, ce n'est pas des choses que j'entends beaucoup. La co-formation, comme vous le présentez, là, souvent, oui, j'entends des participations d'usagers, etc. On leur pose des questions quand on est rendu à réfléchir, à analyser une intervention, un programme d'intervention, quels résultats qu'ils donnent, etc. Souvent, on consulte les citoyens quand on fait l'analyse de besoins. Mais on dirait que tout ça est fait un petit peu séparé tous ensemble. C'est comme si tout le monde s'est séparé et il n'y a jamais de cette espèce de co-construction-là. Fait que moi, je vous lance la question, dans le fond, mon intervention, c'est comment que ça pourrait être appliqué chez nous. De ce que j'entendais aussi, bon, il y avait vraiment une commande qui venait vraiment de la gestion, donc la directrice. Ça, je vois comme un incontournable. Je pense qu'il faut vraiment quelque chose qui vienne de là. Je vous lance des pistes de comment que ça peut être appliqué chez nous. Moi, je regarde justement ce qui est demandé quand on dit la participation de l'usager. Nous, il y a des étapes d'intervention. Quand on parle d'un signalement, bon, il y a comme une ouverture qu'on appelle d'un signalement. On en fait l'évaluation. Ensuite, on décide justement s'il y a besoin ou non d'intervention. Ensuite, on fait une rencontre avec la personne qui va appliquer les mesures. Donc, et après, donc, il y a beaucoup d'étapes comme ça, autrement dit, qui demandent la participation de l'usager. C'est ça qui est demandé, que l'usager participe aux décisions, participe à la réflexion, participe à l'analyse de ce qui est offert, etc. Mais de ma perception, je pense que c'est des choses qui sont c'est toujours le temps. C'est toujours le temps qui manque. Et je ne sais pas si les gens, justement, comprennent bien. Moi, ce que j'entends, ce que ça a donné, vous autres, votre intervention, c'est toute la question de compréhension de ce que chacun vit. Je regarde justement des tables de décision qui peuvent avoir lieu quand on parle de réviser une situation de compromission. Il y a beaucoup d'acteurs autour de la table. Quand je vous entendais justement la peur et ce que ça fait, que vous autres, ce que c'est venu faire, c'est que vous avez réduit au minimum le nombre de personnes autour de la table, alors que c'est toutes des choses qui amènent à des réflexions, à voir comment chez nous ça peut être appliqué et déjà les conditions gagnantes pour le faire.